Et c'est au moment de ce deuxième deal-là où je me suis associé avec mon papa, qui lui avait pas préparé sa retraite plus que ça. Et en fait, discussion assez incroyable, on fait un barbecue en famille un dimanche, et je lui dis « Ah ben je vais acheter un deuxième immeuble ». Puis il me regarde d'un air de dire « Il est encore dans ses rêves d'extraterrestre ». Je lui dis « Si, mais regarde ». Et puis je lui explique sur un papier, je lui dis « Il me coûte 1096 de crédit par mois, et je vais le louer 2005 ». Puis là, il me regarde, il me dit « Non mais Timothée, redescends sur terre ». Et je lui dis « Mais papa, je suis pas con, les calculs, regarde, je les refais, je prends une feuille, je lui explique. » Il me dit « Donc t'es en train de me dire que tu vas gagner un SMIC par mois sans travailler ». 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann et nous avons avec nous Timothée. Ravi d'être là. Timothée. Enchanté Timothée, merci d'avoir répondu présent à l'appel. C'est ça, enchanté. Merci pour ton temps. On le disait rapidement, on a fait un off de 1 minute 30 à peu près, donc c'était très très court. On te connaît, enfin moi je te connais un tout petit peu à travers les réseaux, mais sinon on connaît pas ton parcours. Ouais, parce que depuis que Yann t'a repris la prog des GI, j'avoue que je me suis un peu laissé porter et je découvre Timothée aujourd'hui, mais ça va être passionnant. C'était le but du jeu. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps, parce que j'ai cru comprendre que tu étais sacrément chargé, que tu avais une double, voire triple activité, mais tu vas nous l'expliquer. Yes. Pour recontextualiser, j'ai vu 2 vidéos YouTube. Enfin, j'ai eu un pop-up là de vidéos YouTube. Timothée, je me suis dit, putain, il a l'air cool ce gars, bien sapé et tout, tu vois. Donc j'ai écouté la première vidéo. Je me suis dit, putain, il dit pas que des conneries. Il y en a beaucoup qui racontent que de la merde. Et là, non, c'était carré dans le triangle. Et donc j'ai dit, putain, mais il faut que je vois son Insta. Et quand je suis arrivé sur ton Insta, j'ai vu plus de 100 biens. Et en même temps, je voyais des photos où je me disais, mais le mec est médecin. Je me suis dit, mais comment il fait en fait mais quoi qu'est-ce? Et donc je me suis dit, faut absolument l'interviewer. J'ai vu que tu avais une communauté aussi qui te suivait, enfin une grosse communauté. Yes. Et je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté de cet ovni? Donc je te laisse te présenter, Timothée, et puis voilà, fais-nous qui tu es, fais-nous découvrir ce que tu fais et qui tu es. Voilà. Yes. Alors pour reprendre depuis le tout début, on va dire, de mon parcours entrepreneurial, d'investisseur, je pense que toute personne qui investit dans l'immobilier est quelque part a plus un parcours entrepreneurial, dans le sens où c'est pas je mets 10 000 euros dans une SCPI et puis j'attends d'avoir mes 5% par an. Je pense que toute personne qui a déjà fait un investissement immobilier sait que c'est un petit peu plus entrepreneurial que ça. Moi, en fait, à la base de la base, je viens d'une famille de profession libérale qui sont pas anti-argent, mais qui sont anti-investissement. Dans le sens où, voilà, moi, je viens d'une famille où les gens mettent de l'argent tous les mois sur un livret A. Ils trouvent ça super, ils trouvent que ça permet de préparer sa retraite, d'être serein, d'être sécu, etc., etc. Donc, j'ai pas forcément eu une éducation de base entrepreneuriale. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur. C'est vraiment quasi que des professions libérales ou des salariés. Alors, sachant quand même que je me permets de te couper, mais profession libérale, déjà, tu vois, t'as salarié, entrepreneur, mais au milieu, pour moi, tu vois, c'est quand même, profession libérale, t'as quand même un petit goût d'aventure, un petit goût d'entrepreneuriat. Un tout petit. Voilà, bon, un tout petit. En fonction des professions, moi, c'est des professions médicales et paramédicales, infirmières, etc., etc. Donc, il n'y a pas de notion de marketing, il n'y a pas de notion de produit, il n'y a pas de satisfaction client, parce que tout le monde sait que c'est un domaine où tout le monde se fout de la satisfaction client dans les faits. On est d'accord. Donc, si tu veux, il y a tout un panel, on va dire, du monde entrepreneurial qui est assez inexistant, et une gestion financière qui est complètement déléguée par un comptable. Donc, en général, la profession libérale, notamment dans le milieu médical et paramédical, elle est forte pour réaliser des actes.
C'est d'ailleurs tout ce qu'elle sait faire. Mais en général, l'informatique, la comptabilité, la signalétique, les locaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déléguées. Et c'est en plus quelque chose d'assez tabou hein, dans le monde médical. On n'aime pas trop parler d'argent. Quand on parle d'argent, on devient tout rouge en général. Sauf quand il faut facturer les honoraires. Mais en général, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas du tout démocratisé. Donc moi, on n'en parlait pas, quoi, hein, tout simplement, quand j'étais petit. D'accord. Quel âge tu as, Timothée? J'ai 25 ans. Je suis de 98. Putain, mais t'es jeune de ouf. Ouais, je suis pas très vieux. Et en fait, assez naturellement, à la fin de mon lycée, moi, j'étais passionné de sport. Et je viens d'une famille où voilà, on me donnait pas d'argent de poche. Et quand je voulais avoir un peu de sous, fallait que je travaille. Malgré que mes parents ont une très bonne situation, j'ai pas du tout été éduqué avec une cuillère en or dans la bouche, dans le sens où voilà, si je voulais avoir 10 euros, fallait que je tourne le jardin en entier. J'avais rien sans rien, on va dire. Si j'étais pas dans les 3 premiers de ma classe, j'avais pas le droit de faire de sport. J'ai même une éducation assez dure, rigide, quoi. très sévère, ouais, très rigide. Ce qui fait qu'à la fin de mon lycée, moi, je pouvais pas sortir parce que mes parents me donnaient pas d'argent pour sortir. Donc, je pouvais pas aller au lac pour me baigner. Je pouvais pas aller faire les magasins comme je voulais. Je pouvais pas m'acheter les vêtements que je voulais vu que c'était pas moi, c'était pas mes sous, quoi. On me donnait pas d'argent de poche. Donc, je me dis, tiens, si j'étais passionné de sport, j'allais dans des salles de sport. J'étais plutôt pas mauvais. Et comme j'étais passionné de nutrition et que je percutais assez bien, j'ai commencé à faire des programmes nutritionnels pour les gens de ma salle. Donc, au début, c'était pour 25 euros, pour 30 euros, pour 50 euros. Et puis de fil en aiguille, après, les clients étant contents, j'ai réussi à en avoir d'autres, et puis le cousin, et puis la cousine, et puis ceci, et puis cela. Et ça a été, on va dire, mon premier effet boule de neige. Et ce qui fait qu'en terminale, j'arrivais à me faire entre 400 et 600 euros par mois de programme de sport. Donc c'était génial parce que je pouvais payer, j'avais une petite voiture sans permis pour aller à l'école parce que j'habitais un petit peu loin. Donc je pouvais mettre l'essence dans ma voiture, je pouvais m'acheter des barres protéinées pour aller au sport. Enfin, pour moi, c'était la grande vie, quoi. C'était la liberté absolue. Et ça a duré qu'un temps, puisque après je suis arrivé en première année de médecine. Et en première année de médecine, on a le temps de pas faire grand chose. Ouais. Et encore une fois, avec l'éducation que j'ai reçue, au début de ma première année de médecine, mes parents m'ont dit, écoute Timothée, voilà, on va te faire un virement tous les mois de 600 euros. Puis avec 600 euros, tu vas vivre ta vie d'étudiant dans une grande ville. Alors moi, je les ai regardés, je leur ai dit, mais papa, maman, enfin, j'ai déjà 450 euros de loyer, je vais pas y arriver, quoi, c'est pas possible, je peux pas payer mon essence, je peux pas payer l'assurance de ma voiture, etc., etc. Ils m'ont dit, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Donc c'est pour vous dire le background un petit peu et qui, je pense, aujourd'hui m'a forgé ma personnalité et ce que je fais aujourd'hui. Donc ce qui fait que j'avais un peu de sous de côté que j'avais accumulé de mes programmes de coaching, j'avais fait un peu de cinéma, un peu de mannequinat quand j'étais adolescent, donc j'avais un petit compte livret A, tu sais, qui est bloqué quand t'es adolescent, quand tu fais des pubs, des trucs comme ça, que j'ai débloqué. Et en un an, j'ai cramé tout l'argent que j'avais parce que voilà, frais de scolarité à la fac, c'est 600 euros, mais quand on donne 600 euros par mois, ça fait un mois en moins. Pour un bouquin de médecine, ça coûte 100 euros, faut en acheter 15 dans l'année, donc ça fait 1500 euros. C'est pareil, avec 600 euros par mois, je pouvais pas les payer. Donc à la fin de l'année, de ma première année de médecine, soulagement, j'ai mon concours, mais j'ai pas d'argent. Donc j'ai 3 mois de vacances, mais j'ai pas d'argent ni pour partir en vacances, ni pour faire du sport, ni pour me réinscrire dans une salle de sport, etc. Donc je me dis comment je fais. Alors j'avais des potes qui ont pris un contrat chez Decathlon. Je dis ouais super, mais moi le rayon vélo de chez Decathlon, ça me fait pas rêver. J'ai des potes qui étaient à McDo, j'ai des potes qui étaient à Carrefour. Là, toi, t'étais sportif, spécialisé dans un domaine précis, tu vois? Ouais, j'étais danseur moi. Moi, je faisais de la danse à un niveau semi-professionnel, voire professionnel, à la fin de mon lycée. Ok. Danse quoi, classique ou pas du tout? Danse urbaine. Rien à voir. Ouais, danse urbaine, rien à voir. Ouais. Okay. Et donc je faisais beaucoup de muscu, de prépa physique, beaucoup de course à pied, beaucoup de vélo, beaucoup de tous les sports qui existent, quoi, de l'escalade. Donc en fait, t'étais mannequin, danseur semi-professionnel, et t'étais en médecine. Voilà, mais sauf qu'en première année de médecine, j'ai tout arrêté, bien sûr. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que médecine, tu devais rendre jaloux des copains, quoi. T'avais déjà une vocation à l'époque, médecine ou Ouais, alors déjà par vocation familiale, parce que dans ma famille, tout le monde est dans le milieu de la santé, de près ou de loin. Ça va du toubib, mon papa est toubib par exemple, ma grand-mère était préparatrice en pharmacie. Donc tout le monde était autour du soin. Donc j'ai été éduqué dans une famille où la meilleure manière d'être heureux dans la vie, c'est d'aider les autres. Donc ça me paraissait 100% logique derrière de faire une première année de médecine, puis c'était quelque chose qui me plaisait bien. Mais à la fin de cette première année de médecine, bien embêté. Et puis, il y avait un domaine qui me passionnait depuis le lycée, c'était tout ce qui est tourné autour de la psychie, de manière générale. Donc, j'étais passionné de programmation neurolinguistique, d'hypnose, de thérapie de rêve, etc. Et puis, il me restait 2500 euros à la fin de mon année. C'est les tout derniers sous que j'avais sur mon compte.
Et je tombe sur une formation pour devenir hypnothérapeute à Lyon. Un de mes grands-parents habitait à Lyon, donc je me dis super, j'ai pas à payer le logement. 2400 € la formation, parfait, j'ai 2005 sur mon compte. Ben, je vais plutôt faire ça. Puis par la suite, je pourrais monter ma petite auto. Puis si j'arrive à faire 2 séances à 60 € la séance par semaine, ben, ça me fera 120 € à la semaine. Ça me fera déjà du beurre dans les épinards. Je pourrais payer mon abonnement à la salle de sport, etc., etc. Donc je fais cette formation-là. Excellent. Je me prends de passion pour la discipline. Vraiment, je me trouve une vocation à aider les gens sur le plan psychologique plus que sur le plan physique. Et ce qui fait que je fais 3 semaines de formation. Par la suite, j'ouvre ma petite auto-entreprise et je décide de faire mes premières consultations le samedi matin, du coup, à l'époque, parce que la semaine, j'étais en études de médecine. Donc, j'étais à la fois à l'hôpital et à la fois à la fac. Puis au début, le premier mois, j'arrive à en faire 1 le samedi matin, 2 le samedi matin, parfois 3 dans les meilleurs jours. Et puis un jour, j'ai la coiffeuse du village dans lequel j'étais installé qui vient pour arrêter de fumer. C'était la première fois que je faisais un arrêt du tabac en séance d'hypnose. Je fais une séance et elle a plus jamais touché une cigarette de sa vie. Sauf que comme elle était coiffeuse, elle en a parlé à tous ses clients. Ce qui fait que quasi d'une semaine sur l'autre, je suis passé de 2 consultations le samedi matin à 5-6 consultations mon samedi. Et puis les 5-6 que j'ai fait, beaucoup pour l'arrêt du tabac, en ont parlé à 5-6. Donc ce qui fait qu'ensuite j'ai rempli mon samedi après-midi. Puis après j'avais tellement de demandes que j'ai commencé à travailler le dimanche matin, puis le dimanche après-midi, et puis un soir dans la semaine. Et en l'espace de 6 mois, je passais de 0 à près de 30 consultations par semaine. Donc vous faites 30 fois 60 fois 4 semaines par mois, je vous laisse faire le calcul. Ça fait qu'en milieu de deuxième année de médecine, milieu de deuxième année de médecine, je gagnais 5 000, 6 000, 7 000 € par mois en tant qu'étudiant. J'étais déjà même au plafond à l'époque de l'auto-entreprise, parce que Macron n'avait pas encore rehaussé à l'époque les plafonds, etc. etc. Dis-moi un truc, Timothée. La deuxième année de médecine, ça se calme le rythme quand même quand tu as eu ton concours? Oui. Un peu, ouais, ça te laissait le temps. Le rythme est le même, mais pour passer à l'étape d'après, tu as besoin d'avoir 10, pas d'être le premier de la promo. D'accord. C'est plus un concours. Ok. Ouais, ok. Ok. Mais la quantité est la même, sauf qu'au lieu d'avoir 18, tu peux te permettre d'avoir 12. Et honnêtement, t'arrivais quand même donc à tout mener de front. Parce Ouais. que, Alors c'était chaud, hein. Je vous cache pas que pour le coup, j'y ai même laissé. J'étais avec une fille avec qui j'ai été jusqu'en 3e année de médecine, qui est partie parce que j'étais jamais là, pour tout vous dire. Donc c'était lourd de sacrifices. J'ai jamais fait de soirée médecine. Voilà, je sortais pas avec mes potes le soir. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, je travaillais 2 soirs dans la semaine. Ensuite, je me suis mis à faire des séances à la fac gratuitement pour les étudiants de première année qui étaient un peu en burn-out, tout ça. Donc ça me rajoutait des consultations dans la semaine. Donc c'était chaud, mais au final ça a été vraiment formateur pour moi et je pense que ça m'a appris que c'était la dure vie au sens vraiment littéral du terme, parce que c'était des moments de vie pas faciles pour moi, parce que isolé, quand tu vois personne et que tu fais que bosser, tu comprends vraiment ce que c'est la rat race, mais vraiment dans le sens pur du terme de vraiment la rat race, c'est-à-dire de courir après ça. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'avais envie vraiment d'apporter la meilleure qualité possible à mes clients. Donc, ce qui fait que tout l'argent que je gagnais, je le réinvestais dans des formations. Donc, j'ai fait de la sexothérapie, j'ai fait de la thérapie de couple, j'ai fait la thérapie des enfants, j'ai fait des formations un peu partout en France, dans des domaines spécialisés de la thérapie brève au sens large. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai continué de développer mon activité comme ça. Donc, ça a été, on va dire, ma première source de revenus. Okay. Et au bout en parallèle, là, tes parents, du coup, voyaient que t'explosais, enfin que tu faisais les choses super bien, que tu arrivais à tout mener de front, que tu gagnais ta vie alors que tu étais encore en études, que tes études se passaient bien. Donc là, ils devaient être hyper fiers. On a dû quand même énormément te féliciter, enfin j'espère. Oui, mais au final pas tant que ça, parce que je pense que je viens aussi d'une famille où quand c'est pas bien, on le dit tout de suite. Ouais, mais quand c'est bien, on le dit pas forcément, parce qu'il faudrait pas que je prenne la grosse tête. Okay. Donc pas tant que ça, je t'avoue que pas tant que ça. Enfin, mes parents avaient plus l'impression que je passais à côté de ma jeunesse, plutôt que c'était super de créer ce parcours entrepreneurial. Ils m'ont pas poussé là-dedans, pas du tout. En fait, c'est pas faux. Alors, surtout ma mère a vraiment eu des moments de grand stress quand elle me voyait avec des poches jusqu'en dessous des yeux le dimanche soir, quand je lui disais, tu crois que tu peux me faire un clafoutis pour cette semaine, parce que j'aurais pas le temps de me préparer à manger. Donc non, j'ai pas trop été poussé dans ce parcours-là. Sachant qu'ils n'avaient pas complètement tort, enfin en tout cas c'est pas faux, t'as dû passer à côté d'une partie de ta jeunesse, mais en même temps s'ils te donnaient aucun moyen pour pouvoir profiter de ta jeunesse, pas le choix. C'est un peu ce qu'on appelle se foutre de la gueule du monde. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut pas te reprocher. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué de reprocher un truc. Voilà. Donc, c'est une grande source de débat d'ailleurs avec mon père une fois. On était à table, puis mes parents se sont séparés quand j'étais en première année de médecine. En plus.
ce qui a changé la donne, ça a été un divorce compliqué. Mon père a fait une tentative de suicide, tout ça, donc pas mal de soucis. Et ça a créé une grande fraction, on va dire, sur 2 systèmes différents. À tel point que je me souviens d'une conversation avec mon père en 2e année. Il me dit mais Timothée, pourquoi tu bosses autant? Je dis parce que papa, tu me fais un virement de 300 € par mois. Qu'est-ce que je peux faire avec 300 € par mois? Ah bon, on te fait un virement de 300 € par mois? Je dis bah oui. Et en fait, c'était ma mère. Il était même pas au courant. Ah ouais. Il s'en occupait. Alors, il était pas au courant. Il l'avait pas au courant, peut-être, mais en tout cas, voilà, c'était la situation actuelle. Dans tous les cas, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que c'est soit je bossais, soit je pouvais pas payer mes frais d'administration à la fac. Donc d'un côté, ça a été formateur parce que moi, j'ai pas eu besoin de me donner un coup de pied au cul pour passer à l'action. Parce qu'en fait, j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit je pouvais pas payer mes dépenses courantes, quoi. Donc, t'es issu d'une grande fratrie, non? Non, du tout. Je suis le plus grand et on n'est que 2. J'ai une petite sœur, c'est tout. Ah ouais, ok. Parce que tu sais, Mais ça c'est un peu assez élitiste dans le sens où, voilà, pour citer que des exemples, il fallait toujours que je sois dans les 3 premiers de la classe et mes parents demandaient le classement. Mais même au collège. Tu sais, au collège, il n'y a pas de classement dans une classe. Et vraiment, mon père, à la réunion parents-prof, disait, mais mon fils est classé combien dans la classe? Et le prof disait, monsieur Moreau, il n'y a pas de classement, on est en 5e. Non, mais vous connaissez la meilleure moyenne. Ah oui, vous connaissez la pire. Ah oui, et mon fils, il a combien? Bah, il a 16,8. Et le premier, il a combien? Ah, 17,3. Ok, donc il n'est pas le premier. Donc, est-ce qu'il est le 2e? Est-ce qu'il est le 3e? Et si j'étais pas dans les 3 premiers, par exemple, j'avais pas le droit d'aller au sport. Donc, et moi, c'était toute ma vie, tu vois. Je faisais 15 heures de danse par semaine, mais il y a eu des semaines où j'y suis pas allé parce que j'ai pas eu les félicitations du jury, parce que j'avais 15,8 de moyenne et pas 16. T'en gardes quoi de ça aujourd'hui, là, avec le recul? T'as quel regard là-dessus aujourd'hui, avec le recul? Sur le coup, c'était des mauvais moments, mais j'ai pas de rancœur ni quoi que ce soit. Je comprends. Je comprends pourquoi ils ont voulu le faire et quelles étaient les peurs derrière sous-jacentes, parce que je comprends je pense bien aujourd'hui la psychologie, les croyances, les valeurs, etc. que les gens ont au fond d'eux. Mais je ferais différemment avec mes enfants, je pense. Un petit peu différemment. C'est ce que j'allais dire. T'es jeune papa, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc, est-ce que tu comprends? Ok. Peut-être que tu comprends et tu conçois pas alors. Parce que est-ce que toi tu vas appliquer la même mayonnaise, la même recette avec tes enfants? Non. La réponse je pense pas. Ouais. Je pense pas. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a des choses où je sais que ça m'a fait une expérience de vie difficile et je pense pas avoir appris grand-chose. Ok, si la valeur du travail. Je pense que dans les séances d'hypnose que j'ai fait le dimanche de 14h à 20h, je pense que j'ai pas pris beaucoup de plaisir et je pense pas avoir appris grand-chose en termes de qualité de vie, etc. En qualité de vie, non. En valeur du travail, si. Forcément, tu connais la valeur du travail. Oui. Tu vois? Donc, oui, bien sûr. Donc ça t'a appris ça. Ok, alors après, qu'est-ce qui se passe après? Donc année de médecine. C'est ça. Donc je gagne très bien ma vie, etc. À un moment donné, je bosse tellement que la compagne de l'époque avec qui j'étais me dit qu'elle va partir. Donc je me dis merde, je peux pas continuer comme ça fonctionne pas. Il faut que je trouve une solution. Donc naturellement, comme beaucoup de personnes, je pense, je vais sur Google et je tape comment gagner de l'argent sans travailler. Alors je tombe à l'époque sur des mecs comme Yann Darwin, comme Hassan Le Pronimo, comme Tammy Kabbage qui était déjà présent sur les réseaux à l'époque, et je découvre cet univers de la bourse, de l'immobilier, etc., etc. Donc je commence à me renseigner sur le sujet, j'en parle un peu à mes parents me disent qu'eux ils ont fait ça pour payer moins d'impôts. À l'époque, je sais pas ce que c'est, un Pinel, etc. Donc je me dis, pour payer moins d'impôts, je comprends rien. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je me dis que c'est un truc qu'ils n'ont pas dû faire correctement. Et puis, de fil en aiguille, en fait, arrive un moment où mes parents finissent un programme de défiscalisation. Donc je suis en milieu de 2e année de médecine. Enfin, milieu de 2e année de médecine. On est en quelle année, là? Très bien. Eh ben, on est en 2017. Ok, ouais, donc là, c'est... oui. C'est l'âge d'or. 2017. C'est la grande héroïne. C'est les années... c'est impeccable, quoi. Pour toi, c'est impeccable en timing. Pour moi, c'est impeccable, ouais. Donc, et mes parents me disent, écoute, si tu veux, voilà, c'est un petit immeuble dans la ville où j'habite, hein, donc c'est un immeuble qui est pas très cher. Il y a 3 appartements dedans. On le vend 200 000 €. Quelle région? Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Ok, ah ouais, ok, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Et il me dit, si tu veux, nous, ça nous ferait plaisir de te le vendre. Eux, en fait, je comprendrais après qu'ils avaient fait un programme de défiscalisation pour payer moins d'impôts, qui était une loi Pinel, qu'ils arrivaient à la fin du programme de défisc et donc ils avaient envie de vendre parce qu'ils n'avaient pas vocation à s'occuper de la gestion, etc., etc., et ni à le garder d'ailleurs.
Donc du coup, ça a été mon premier deal, qui a été un des deals les moins rentables de toute ma vie. Je pense que j'ai acheté beaucoup trop cher. Bon, j'ai enrichi mes parents, ça a le mérite d'avoir un aspect positif, mais pour le coup, j'ai très mal acheté. Mais c'est le premier deal qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, où j'avais une petite rénovation, du rafraîchissement, et qui m'a permis derrière de faire un deuxième deal quelques mois plus tard. Et c'est au moment de ce deuxième deal-là où je me suis associé avec mon papa, qui lui avait pas préparé sa retraite plus que ça. Et en fait, discussion assez incroyable, on fait un barbecue en famille un dimanche, et je lui dis je vais acheter un deuxième immeuble. Puis il me regarde d'un air de dire, il est encore dans ses rêves d'extraterrestre. Je lui dis si mais regarde, et puis je lui explique sur un papier, je lui dis il me coûte 1096 de crédit par mois et je vais le louer 2005. Puis là il me regarde, il me dit non mais Timothée, redescends sur terre. Et je lui dis mais papa, je suis pas con, je les calculs, regarde, je les refais, je prends une feuille, je lui explique. Il me dit donc tu es en train de me dire que tu vas gagner un SMIC par mois sans travailler. Je lui dis faut quand même que je fasse les travaux et tout, mais une fois que j'ai fait les travaux, oui, c'est à peu près ça. C'est super. Sur le coup, je me disais putain, mais il pourrait m'encourager. Je comprends rien. Et donc à ce moment-là, il me dit écoute, si tu veux, on fait un deal. Moi, j'ai des revenus, je gagne bien ma vie, tout ça, mais j'y connais rien, j'ai aucune idée de comment tu fais pour faire ça. J'ai pas le temps de m'en occuper, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc si tu veux, on l'achète à deux. Tu t'occupes de tout. Et comme ça, je te prête mes comptes et puis je ferme les yeux et je signe en bas de la page et je te fais confiance. Alors à ce moment-là, je repense à cet immeuble que j'ai acheté, où j'ai pas fait une super OP, où je me dis... Puis l'envie de faire mon truc aussi de mon côté, tu vois. Alors attends Timothée, parce qu'en fait, le premier immeuble, le premier deal que tu achètes, moi j'avais compris que c'était un appart. Je le rachète à mes parents. Oui, non mais j'avais compris que c'était un appart. C'était un immeuble. C'était un immeuble de 3 appartes, ouais. Ok. Un immeuble de 3 du appartes. coup, c'est pour ça que tu disais j'achète mon deuxième immeuble. Parce que je me disais, mais merde, comment on est au deuxième sans... Et celui-là, il te le prête avec sur la base de quel revenu quand tu vas voir la banque? Sur mes revenus d'auto-entreprise. Sur l'auto-entreprise. Le premier est passé limite comme une lettre à la poste. Alors après, il faut bien se dire que j'étais dans une configuration où je gagnais 5 000 € par mois sur mon auto-entreprise pour 800 € de dépenses courantes tous les mois. Donc je mettais 4 000 € par mois de côté à l'époque. Parce que en fait, j'avais suivi tous les conseils de Yann Darwin, de Tammy Kaba. J'avais réduit à mort mes dépenses courantes. Donc tu vois, j'avais une toute petite voiture, j'avais un petit appart, j'allais pas au resto, j'allais pas au cinéma, je sortais pas en boîte. De toute façon, je faisais que travailler, donc j'avais pas. Et là, tu avais 20 piges. Là. C'est ça. J'avais un peu moins de 20 ans, j'avais 19 ans, ouais. Oh. J'avais 19 ans, ouais. Incroyable. Et donc, je fais ce deuxième immeuble avec mon papa. L'opération se déroule super bien. Et à peine fini les travaux, il me dit, faut qu'on enchaîne sur un autre. Donc du coup, on a enchaîné sur un deuxième, et puis sur un troisième, puis sur un quatrième. Puis après, mon oncle qui habite en région parisienne me dit, mais moi je veux faire la même chose aussi. Donc ensuite, j'ai fait un deal avec mon oncle, puis un deuxième. Puis avec mon papa, on a continué à faire toutes nos aventures ensemble. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout notre parc appartient entre guillemets à nous deux. On a tout acheté à deux. À la différence près que lui, il sait pas où sont les immeubles. C'est-à-dire qu'il connaît pas les adresses. Voilà, on se balade dans la ville. Je lui dis, mais ça, tu sais qu'on en est propriétaire. Il me dit, ah bon, mais t'es sûr? Je dis, c'est moi qui l'ai acheté, donc oui, je suis sûr. Mais donc on a un fonctionnement qui est un peu particulier. C'est magnifique. Voilà, le deal, c'est que grâce à sa capacité je te donne que 300 balles. On a un immeuble. C'est un peu ça. Donc voilà, on a pu faire des trucs super cool. J'ai fait un projet d'achat-revente où on s'est versé des dividendes, où lui, il a pu s'acheter une Porsche. C'était le rêve de sa vie de s'acheter une Porsche. Et il s'est acheté une Porsche pour ses 50 ans, avec les appartements qu'il n'a jamais vus de sa vie. Parce que du coup, il est jamais venu sur le chantier et c'est à peine s'il connaît l'adresse. Donc voilà, on a vécu pas mal de choses super cool ensemble. On est très très proches aujourd'hui du coup par rapport à ça, à tel point même que en tant que du coup qu'interne en médecine, parce que je suis en 8e année de médecine à l'heure où on fait de podcast, je vais m'installer dans la même maison médicale où lui il est installé, dont on a acheté tous les locaux ensemble. Donc une vraie aventure, c'est trop bien. Ouais, une vraie histoire de famille. Mais alors, moi, ça me génère plein de questions. Première question. Comment t'es associé avec ton papa? Est-ce que t'es associé? Je te fais toutes les questions et après tu réponds dans l'ordre que tu veux. Est-ce que t'es associé en SAS? Est-ce que t'es en SCI à l'IS? Tu vois, truc plus ou moins simple. Est-ce que t'as monté plusieurs boîtes en fonction du nombre d'immeubles que t'as acheté, c'est-à-dire 3 sur une boîte et puis les 4 autres sur une autre boîte? Et autre chose, est-ce que, vu qu'il y a un lien familial avec ton tonton, est-ce que vous avez est-ce que vous avez vendu des parts de la société dont tu vas nous dire la forme juridique, ou alors tu as monté une autre structure avec que ton oncle? Voilà.
Alors, au départ, on a fait basique, SCI à l'impôt sur les sociétés, 50-50 avec mon papa. Ok. On avait un point sur lequel on était intransigeant avec les banques qui nous finançaient, c'est qu'on voulait que la caution soit à hauteur départ. Donc, ce qui veut dire que je n'ai jamais pris une caution pour mon père et il n'a jamais pris une caution pour moi. C'est-à-dire que si la banque nous disait, nous, on veut toute la caution sur monsieur Moiroux-Fils parce qu'il est plus jeune et qu'on préfère mettre toute la caution sur lui, on disait, non, pour nous, c'est pas possible. On est 50-50 associés, donc on prend 50-50 du risque. Sinon, on fait pas. Quoi. Okay. Donc, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, on a créé une première SCI dans une banque A. On a fait 1 crédit, 2 crédits, 3 crédits. Ou 3 crédits, la banque a commencé à nous dire, écoutez, monsieur Moiroux-Père-Fils, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous pouvez aller voir nos concurrents? Les banques diluer le risque. Exactement. Du coup, on a créé une autre SCI qui est aussi à l'IS, donc qui n'apparaît pas sur nos déclarations d'impôt. Dans une deuxième banque, une opération, 2 opérations, 3 opérations. L'avantage de la SCI à l'IS étant qu'elle permet de contourner les règles du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière, et qu'en plus, on peut accéder à du crédit immobilier professionnel. Et non pas du crédit immobilier particulier, ce qui veut dire que le directeur d'agence, par exemple, qui nous valide le crédit, n'a aucune contrainte d'endettement. C'est juste, il veut le faire ou il peut pas le faire. Et la seule chose qu'il regarde au niveau de son comité des engagements, tout ça, c'est l'endettement global au sein de l'établissement. Pas l'endettement global total. Ouais, donc, en fait, c'est une formule, et pour le coup, c'est un directeur de banque qui me l'a dit, qui arrange énormément les banques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent endetter un client beaucoup plus que ce qu'ils pourraient faire si c'était un particulier. Or, moi, mon papa est médecin généraliste. Moi, j'étais étudiant en médecine, plus avec une activité à côté qui tournait très bien. Donc, en termes de profil bancaire, on était au top du top. On peut quasiment, en termes de scoring bancaire, on peut quasiment pas faire mieux. Je suis encore mieux aujourd'hui parce que je suis interne en médecine. Donc, moi, je suis fonctionnaire de l'État. Ouais. Donc, j'ai ma paye de fonctionnaire, mes remplacements médicaux, plus mon auto-entreprise que j'ai toujours aujourd'hui. Tu continues plus toujours. Exactement. Ouais. Donc, j'ai vraiment soigné depuis le début mon profil bancaire. Tu tournes à peu près à quel revenu, là, du coup, à 25 ans avec toutes ces activités? Et parce qu'on l'a pas dit, mais tu es à peu près à 100 appart, 100 lots. Ouais. Ça te génère quoi à peu près? Alors, à l'année, au mois, j'en sais rien. De revenus actifs ou de revenus passifs, du coup? Actif, tout. On va faire un super mélange. Entre mon cabinet de thérapie, ce que je vais gagner en faisant mon activité d'enseignant chez Mindio, qui est l'école de formation de Yomi Denzel, plus mon salaire d'interne, je vais tourner à peu près 12 000 euros par mois. Ouais. Okay. Avant impôt. Et en termes de revenus locatifs, j'encaisse 89 000 euros de loyer par mois. C'est magnifique, bravo. Donc il me reste à peu près 20 000 euros de cash flow une fois que j'ai payé mes assistantes, etc. etc. Bravo Timothée, 25 ans. Je me suis pas trompé sur Insta et sur la vidéo YouTube. C'est bien une putain une fusée, le mec. Yomi Denzel, j'ai pas parce que moi, alors attends, peut-être que je me trompe, attention, parce que dans l'Insta game et tout, je suis pas super au top. Nous, on a 40 ans, tu vois. Donc, Yomi Denzel, pour moi, c'est dropshipping, mais c'est peut-être pas du tout ça. Je me trompe. C'est pas un Renault, un Black. Et alors, moi, je travaille pour une école de formation qui s'appelle Mindio, qui est une école qui est fondée par Yomi Denzel, dont il est le fondateur et le directeur général, qui est non seulement l'école qui donne des formations destinées à la mise en place d'une boutique e-commerce, que ce soit dropshipping ou e-commerce pur d'ailleurs, parce qu'il existe beaucoup de façons de faire du business en ligne que le dropshipping, mais on a aussi au sein de l'école une formation destinée à l'immobilier, dont je suis le responsable pédagogique, que j'ai moi-même écrit. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé mon activité sur les réseaux sociaux. C'est sur les conseils de Yomi qui m'a dit mais Tim, ton parcours il est incroyable, mais il faudra absolument que t'en parles sur Internet. Et moi j'ai dit mais tu sais Yomi, moi j'ai pas Snapchat, j'ai pas TikTok, c'est pas mon truc quoi, c'est pas mon univers. Et moi je sauve des vies mec. On a eu une discussion qui a été très profonde et qui m'a convaincu du coup de me lancer sur les réseaux sociaux et de faire un peu entorse au grand proverbe dans lequel j'ai été éduqué qui pour vivre heureux vivons cachés. Ce qui du coup tu ne peux pas faire quand tu montres tes résultats sur Internet dans le but de donner envie aux gens de faire la même chose. Donc ça a été une grande difficulté pour moi au début parce que j'ai pas du tout été éduqué et j'ai pas évolué dans ce modèle-là. Mais aujourd'hui je suis super content et c'est ce qui me permet d'ailleurs de faire le podcast avec vous aujourd'hui. Et comment et on en est franchement honoré. Comment Timothée Bourgogne, parce que est-ce qu'on est bien d'accord que c'est Yomi, il est suisse, je crois, à la base, c'est ça. Et il vit, je sais pas où, mais à l'étranger. Il est à Dubaï maintenant, je crois. Ouais, c'est ça. Dubaï. Comment Timothée
Bourgogne. À quel moment, en fait, si tu veux, il y a une connexion avec Yomi Dubaï. Enfin, Eh ben, il y a histoire une ligne directe Bourgogne-Dubaï maintenant ou... non, histoire assez folle. Je suis en vacances à Annecy, je m'en rappelle comme si c'était hier, dans un hôtel qui est sur le bord du lac à Annecy. J'étais au spa même, je me rappelle encore. J'ouvre la story de Yomi sur Instagram et je vois recherche expert immobilier. Postuler, cliquez sur le lien en dessous. Ok. Sur le coup, il y avait ma femme à côté de moi, puis je tourne un peu le téléphone pour pas qu'elle voie, et dans ma tête, je me dis, si je lui dis que je vais faire ça, c'est sûr qu'elle va me couper les couilles. Donc je vais même pas poser la question, je vais être plus malin, et je vais pas le faire. Et je vais pas le faire. Et j'avais pas encore d'enfant. Donc c'est stratégiquement pas pertinent. Stratégiquement pas pertinent. Je me dis non, si je lui dis que je vais faire ça en plus, que je vais postuler, et si par malheur en plus je suis pris, je vais encore être moins présent à la maison, je vais encore plus bosser, donc ça va pas le faire. Et puis ça me travaille et tout pendant la fin du séjour. Et puis sur la route pour rentrer, je lui dis ah tiens, il y a Yomi qui a mis ça sur internet et tout. Ah c'est cool, hein, ça a l'air bien. Ah, je sais pas ce qu'il prépare et tout. Et là elle me dit spontanément ah bah c'est cool, ah, bah tu devrais postuler. Ah c'est beau ça. Et genre là j'ai eu un flash. Je l'ai regardée pendant un petit moment, voir si elle était vraiment sérieuse ou pas. Et elle était vraiment sérieuse. Et ce qui fait que j'ai postulé. Et en fait Yomi cherchait à développer une formation pour apprendre aux gens à investir dans l'immobilier. Mais il souhaitait avoir une sorte d'expert, quelqu'un qui a fait déjà beaucoup d'opérations pour pouvoir driver la formation et les différents intervenants. Il avait déjà un partenariat en place avec Emmanuel Ravier et Michael Zonta de investissementlocatif.com, avec Taylor Chiche qui est promoteur immobilier et marchand de biens. Donc il y avait déjà plusieurs experts qui étaient OK pour faire le projet, mais il lui fallait, on va dire, un chef de projet, un responsable de matière. Okay. Donc j'ai postulé. Le processus pour être recruté était assez long. Il a fallu que je fasse des vidéos, que je publie une vidéo sur YouTube pour lui montrer que je savais parler à l'oral, tout ça. Et on était une centaine à avoir postulé. J'ai été pris dans les 5 meilleures candidatures. Ensuite, j'ai fait un entretien avec lui. Et ensuite, il m'a dit, OK, bah, moi, ton histoire me parle énormément. Donc, ça m'intéresse qu'on bosse ensemble. Et c'est comme ça que je suis rentré en tant que directeur pédagogique chez Mindio pour créer cette formation. Okay. Je l'ai créée en 2 mois. Parce que je suis assez productif et que j'y ai passé mes soirées. Et au bout de 2 mois, il me dit mais Tim, je viens d'avoir un flash. Pourquoi est-ce que tu créerais pas comme moi une communauté sur Internet et comme ça, ça pourrait être ta formation. D'ailleurs, c'est toi qui l'as créée, donc et c'est de là où est parti en fait tout ce process avec les réseaux sociaux. Une conversation très profonde qu'on a eue où voilà, pour vous la faire courte, moi ce qui me rend vraiment heureux dans la vie, c'est d'aider les gens plus que toute autre chose. Et je lui dis, écoute, Yomi, moi, tu sais, de raconter ma vie. Et puis je dis, moi, voilà, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de Porsche, j'habite, enfin voilà, j'ai une vie simple. Je suis en Bourgogne, quoi, mec. Enfin, voilà, moi, j'aime le vin, le bon fromage, un bon saucisson. Et puis voilà, moi, c'est ça ma vie, quoi. Donc, je suis pas sûr que ça donne envie aux gens. Il me dit, mais si, justement, c'est ta marque de fabrique. Il me dit, mais c'est quoi que t'aimes le plus faire dans la vie? Donc je dis bah moi ce que j'aime le plus faire c'est aider les gens. Moi c'est quand je vois un patient en consultation et que je vois que je vais changer la vie parce que j'ai trouvé qu'il avait une méta osseuse etc. et que du coup ça va être pris en charge à temps. Moi ça me fait kiffer quoi. Il me dit bah imagine le nombre de personnes que tu pourrais aider si les gens t'entendaient parler de manière publique. Oui. Et là j'ai eu un flash et je me suis dit putain ce mec est pas con du tout. Et c'est de là où en fait où est partie après toute l'histoire où j'ai créé du coup ma page Instagram, ma chaîne YouTube où j'ai fait mes premières vidéos. Et il a été d'une aide énorme parce qu'il a une grande expérience dans ce domaine-là, donc il m'a vachement appris à parler à l'oral face à une caméra, ce qui est complètement différent que de parler à l'oral face à un patient, par exemple, ou à un client en thérapie. Plus comment faire en sorte que la vidéo fonctionne, comment fonctionne l'algorithme YouTube, etc., etc. Ok, trop cool. Autre question, Timothée. Enfin, Tony, t'as peut-être une non, question. Ouais, alors j'ai demandé à Timothée comment tu les exploites tous ces lots pour l'instant. Ah ben, que de la location longue durée, quasiment. C'est exactement ce que je voulais dire. Ok, donc même stratégie partout. Même stratégie partout. Alors, il y a 2-3 exceptions. Il y a 2 apparts que j'ai en Airbnb parce qu'ils sont vraiment placés dans un secteur touristique où j'arrive à les remplir tout le temps. Là, je travaille sur un projet de gîte, mix résidence principale et gîte, où là, du coup, ça va être aussi de la location courte durée. Mais pour tout le reste, que ce soit les locaux professionnels, les locaux commerciaux ou l'habitation, tous les autres lots, c'est de la location longue durée classique. Meublé ou pas meublé. C'est tout à côté de chez toi. Ouais, c'est tout à moins d'1 heure de chez moi. C'est tout sur l'axe de Dijon jusqu'à Mâcon le plus au sud. Ok. Et tout est en gestion ou c'est toi qui gères? Tout est internalisé, c'est tout moi qui gère. Donc moi j'ai 2 assistantes à temps plein, dont ma compagne qui travaille à temps plein avec moi. Et l'ensemble des lots sont gérés à l'intérieur de la boîte, quoi. Donc c'est-à-dire ils font les visites?
Les visites, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, le changement des ampoules des parties communes, le ménage des parties communes, l'entretien des espaces verts, tout. Ok. La gestion comptable, c'est même moi qui gère ma comptabilité en interne. Donc, j'ai pas de comptable qui fait ma compta de mes 10 SCI différentes. C'est moi-même qui ai un assistant comptable à temps plein et c'est moi qui vérifie la comptabilité et qui fait tout ça. Ouais. Tout est internalisé. Non de Zeus. Donc, tu sors 3 salaires tous les mois, là, dessus. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et en plus de en plus de la médecine, quoi. Exactement. Donc moi j'ai 40 heures par semaine à faire en tant qu'interne en médecine. Donc je peux pas me permettre de perdre du temps par un manque de productivité sur gérer des tâches qui sont chronophages ou qui me rapportent moins que si je fais 1 heure de consultation. Pour moi, c'est pas du tout pertinent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 2 personnes à temps plein plus un demi-temps plein pour la partie comptabilité qui vient aider en plus pour que tout soit géré en interne, mais que je gère le moins de choses possible. Alors dans les faits, j'ai une méthode de management où grosso modo c'est moi qui gère tout et j'ai mon bras droit, mon bras gauche et une jambe en plus. Grosso modo, faut l'imaginer comme ça. Donc c'est pas des gens qui travaillent pour moi, c'est des gens qui travaillent avec moi. Ouais. Et ce qui fait une énorme différence en termes de management. C'est-à-dire que je connais le nom de mes locataires, je sais quand est-ce qu'un locataire rentre, quand est-ce qu'il sort, je sais quel chauffe-eau est en panne, je sais si ça a été pas réparé. Alors j'ai tout un système de productivité dont je parle un petit peu sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, sur comment optimiser tout ça avec Notion, avec Asana, avec tout un tas de process que vous devez connaître pour faire en sorte d'y passer le moins de temps possible et d'être le plus efficace possible. Mais évidemment, du coup, j'ai plus d'intérêt à consulter des gens et de voir des gens qui sont malades plutôt qu'à gérer des loyers, quoi. Et t'as préféré le faire comme ça plutôt que de te trouver une agence qui a pignon sur rue, qui est sérieuse et faire déléguer ta gestion? Oui, déjà parce que ça me coûte moins cher. Et deuxièmement, parce que j'ai le contrôle sur ma gestion. Exactement. On en avait discuté plein de fois. Le nombre d'agences aujourd'hui qui font ça mal, enfin en tout cas qui ne savent pas le faire ou qui s'en foutent, je crois que ça doit représenter 9 sur 10, quoi. Alors à chaque fois que je le dis, je prends des messages sur Instagram, oui, tous les agents IMO, toutes les agences ne sont pas les mêmes. Ouais, mais enfin bon, dans les faits, en fait, vous êtes tous nuls à chier. Donc je veux bien, moi, moi j'en ai jamais rencontré. J'en ai 2 aujourd'hui et non, en agent IMO, quoi. Et d'agence de gestion, si tu veux. Non, même, on en a 3 maintenant. Moi, autour de moi, la meilleure note sur Google, c'est pas une vanne, elle a 2-3. Ah ouais. La plus haute classée, autour là, à 20 bornes, sur 5 étoiles sur Google, elle a 2,3, tellement ils sont nuls à chier, quoi. Alors, donc après, je comprends complètement aussi des objectifs que tu as, tout ça. Moi, je veux 0% de carence locative sur l'année. Donc, ce qui veut dire que le locataire, il sort lundi, mardi, il y en a un nouveau. Mais ça, si tu passes par une agence externe, c'est pas possible. T'as pas de moyen de pression, tu vois, tu peux pas. Alors que moi, une partie de la rémunération de mes collaborateurs sont dues à la carence locative. C'est-à-dire que plus il y a de carence, moins ils sont payés. Moins il y a de carence, plus ils ont de primes. Et ils sont en freelance ou ils sont en freelance, ouais. En freelance, okay. C'est en freelance. Et puis, il y en a une qui maintenant est salariée parce qu'elle travaille aussi dans le cabinet médical où je suis avec mon papa, et les 2 autres sont en freelance, ouais. Et puis t'as pas la même satisfaction, je trouve. Là, t'as le mérite de dire je nourris des bouches, je sauve des vies d'un côté et je nourris des familles. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, pour nourrir quand tu fais familles, bosser une agence, c'est pareil. Enfin, ouais, mais alors non, moi, mais je permets. Moi, j'ai pas une vision opposée. C'est que j'essaye de maximiser mon temps et ma tranquillité. On n'a pas le même âge non plus, tu vois. Bien sûr. Et moi, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est en agence. J'ai 3 agences. Je suis au cul derrière. Après, j'ai un parc immobilier qui est relativement neuf, donc ça suit plutôt bien. Mais voilà, après, ça t'empêche pas d'être derrière de toute façon. Mais, bien sûr. Mais c'est vrai que les états des lieux, les trucs. Par contre, pour les salariés, enfin la salarié, les 3 collaborateurs, on va dire, même 4 avec l'agent d'entretien. Freelance, ok, je comprends. Par contre, ça veut dire que tu as monté une société. Une autre société que des SCI, je suppose que t'as quoi comme montage? T'as une holding là-haut, même pas? Exactement. Non. Moi, j'ai un montage qui est assez simple et qui est calculé. C'est que j'ai une holding dont je détiens 100% des parts. Pourquoi? Parce qu'avec mon papa a 55 ans, donc il est dans la 2e moitié de sa vie, on va dire. On a déjà tout prévu en faisant un programme de donation-partage, de démembrement, etc. Donc, ce qui fait que dans les faits, j'ai 100% de toutes les parts, mais il a 50% du fruit jusqu'à sa mort.
de tout ce qu'on Très a bien. tous les deux. Ok. Et ensuite, en dessous, j'ai divers SCI, des SAS pour mes sociétés commerciales. Et tout est géré avec une convention de trésorerie, un pacte d'associés entre les différentes structures, avec des remontées par facturation qui sont faites mensuellement, ou alors des remontées de dividendes à la fin de l'année. Ok. Et ton tonton alors, parce que on s'est arrêté sur ton papa, tu sais, tu nous as dit SCI, ton tonton. Une Euh, SCI dédiée. une SCI Une dédiée, où il n'y SCI a pas ton dédiée, papa oui. du coup. Eh ben, du coup, si, parce que notre holding, qui est à D'accord, moi ok. et à mon papa, à la différence près que du coup, dans un programme de donation-partage, en fait, moi j'ai 100% départ et lui a 50% de l'usufruit. Donc, si on verse des dividendes, on est à 50-50 si tu veux. Ça, Ok. c'est Ouais. uniquement un programme administratif pour faire en sorte que si demain il décède, j'ai 0 € d'impôt sur la succession. Parce que tout est déjà Ok. démembré. Ça veut dire que j'ai eu le débat dans un podcast que j'ai fait avec Yomi Denzel et Oussama Hamar, justement. Il me dit, ah oui, mais du coup, vu que tu as tout acheté à deux, tu vas avoir énormément d'impôts sur les successions. Non, moi, j'aurais 0 impôt sur les successions. Parce que actuellement, tout ce que j'achète, c'est moi qui en détiens la pleine propriété. Par contre, j'en ai que 50% de l'usufruit. Vu que j'ai un associé d'usufruit, si tu veux. Bien Mais ce qui sûr. veut dire C'est très bon qu'avec ça. mon oncle, on a une SCI où mon oncle et ma tante ont 25% des parts et ma holding a 50% des parts. Mhm. Ou notre holding, du coup, hein, pour le coup. Ouais, Ça reste très notre bon. holding C'est familial. très bon comme Et j'allais montage. te Tout est poser une anticipé, ouais. question. Tout est C'est anticipé. que l'avantage aussi d'avoir tout ce système, c'est que tu peux scaler maintenant que tout est en place, tu peux Exact. continuer. Et est-ce que tu es encore en phase d'achat? Alors, est-ce que tu continues? Quel est l'objectif pour toi maintenant? Alors, je suis toujours en phase d'achat, à tel point que j'ai un chantier qui a commencé il y a 15 jours pour une résidence pour personnes handicapées. Ok. Donc, il y a un gros immeuble où j'ai un local commercial et 12 appartements. J'en loue 10 pour un programme d'accueil pour des personnes qui souffrent de handicap psychique. Donc, troubles Asperger sévères, troubles autistiques sévères. Donc, des gens qui peuvent pas être complètement autonomes. Donc, je travaille pas mal avec différentes associations médico-sociales pour accueillir ce genre de public. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est Que ce médicalisé soit- du coup? Il y a quelqu'un Non, sur c'est non place ou... médicalisé. D'accord. Il y a un éducateur qui est là sur place Ok. en permanence pour les aider dans toutes les tâches quotidiennes de la vie courante, mais c'est non médicalisé, ouais. Ok. Mais Ouais, donc je c'est fais de plus en plus de projets comme ça avec une dimension sociale plus importante. J'ai une partie de mon parc immobilier, 5 appartements qui sont loués à des femmes victimes de violences, par exemple, dans le cadre d'un dispositif où moi je fais des loyers minorés et où les femmes victimes de violences peuvent prendre l'appartement pour une durée de 2 mois. C'est des femmes qui peuvent pas tout le temps rester au même endroit parce qu'il faut pas qu'elles soient retrouvées par leur mari qui en général est violent. Donc du coup, elles prennent un appart, elles tournent, elles vont dans l'autre, elles tournent, et puis il y a tout un programme comme ça où on les fait tourner sur 5 appartements qui sont à 5 endroits différents. Donc je fais plus maintenant de projets à connotation sociale comme celle-ci qui donne une saveur à l'argent qui n'est pas la même, on va dire. Donc ça c'est le projet du moment. Et le deuxième projet, j'achète une résidence principale là au mois de novembre. J'ai déjà les offres, etc. avec mon papa, qui est un petit château. Sous forme de 2 bâtiments. Un bâtiment qui sera pour moi, ma femme et ma petite fille, un autre bâtiment qui sera pour mon papa, où on a 5 hectares de terrain, dont 1 hectare de bois, et dans lequel on va faire un village nature. Donc on va faire des cabanes dans les arbres, pouvoir dormir Trop sous bien. une bulle, des tipis, tout ça, avec une vocation écologique, qui est de sensibiliser les gens à la vie dans la nature, etc., etc. Donc c'est les deux gros C'est projets énorme. du moment. Et t'as 25 ans. En fait, tu vois, c'est ce qui me frappe le plus, quoi. T'as 25 ans, tu parles comme un ministre. Moi, à 25 ancien ans, j'avais mannequin. pas commencé encore. Hein. Enfin, Ah ouais, non, j'étais mais déjà entrepreneur, mais j'étais pas investisseur. non, franchement, c'est hallucinant, quoi. C'est Franchement, hein, c'est hallucinant. Et d'où te Ton- vient ton- ta... Oui, vas-y. Non, j'allais te demander ton profil d'immeuble, de locataire. Qu'est-ce que tes immeubles sont 1, 2, 3, je vais y arriver. En général, quand on a beaucoup de renta, c'est surtout cassos. dans ces époques, c'est que c'est un peu cassos. Tu as fait attention à cette époque où tu as acheté, tu as fait des erreurs dans ce Ouais, parcours-là moi ça me au dérange départ absolument pas de louer à des cas sociaux. Ouais. Déjà parce que je sais que je vais être payé par rapport à des bourgeois qui payent pas leur loyer. Des cas sociaux, c'est les APL qui me payent, la CAF et les allocations pour personnes handicapées. Donc j'ai quasi jamais d'impayés. Et c'est une population que moi je fréquente tous les jours parce que je fais beaucoup Ouais. mon activité médicale. J'aime beaucoup la psy, j'aime beaucoup la toxicologie. Donc je vois beaucoup de personnes qui souffrent d'addiction, tout ça. Après, Donc c'est une catégorie de population pour lequel j'ai au contraire plus de plaisir à louer et à aider que du bobo de centre-ville, même si certes il prend parfois un petit peu plus soin de l'appartement. En général, c'est lui qui paye pas. Bon, De- je de mon t'avoue que expérience. la première partie de ma vie, j'ai eu un premier immeuble à Saint-Étienne où j'ai eu
c'est caricatural, hein, mais un petit peu la typologie de locataires que tu peux décrire et qui ont épuisé ma jauge de vie, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'ai des campagnards qui ont plus de revenus et j'ai pas de CAF, donc je touche tout en direct. Mais bon, j'ai connu les deux, mais après c'est un peu caricatural. Tu peux pas, rien n'est noir ou blanc. Hein. Oui, bien sûr. Après, Et puis j'ai de tout, hein, en fait, pour être honnête. Ouais. Mais j'ai certains immeubles où vraiment c'est vraiment que quasiment du logement social et où presque l'intégralité des loyers est payée par la CAF. Ouais. Mais et quand tu récupères tes apparts, t'as déjà eu des grosses surprises, des trucs. T'as toujours du rafraîchissement à faire, mais pas forcément plus qu'avec un T2 plein centre-ville ou un étudiant. T'as jamais eu une cata, quoi, je veux dire, un truc. Non. Ok. Non. Bon, j'ai eu des appartements pourris, mais c'est un tracas, pas un problème. Okay. Là, l'avantage, c'est que vu qu'il va bientôt être châtelain, pour les soirées châtelain, cracheur de feu, femme à barbe, tu vois, il a déjà tout directement dans la SCI, tu vois. S'il veut faire une grosse soirée châtelain, tu vois, un peu à l'ancienne, allez les gueux, tu vois. J'ai deux questions. Oui. La première, elle est rapide, c'est d'où te vient cette passion pour Peaky Blinders, parce que je le vois depuis derrière toi depuis tout à l'heure. C'est là. Voilà, ça c'est ma première. Ma seconde, si tu devais tout refaire, mais aujourd'hui là, en gros, s'il y a un jeune, enfin il y en a un, qui nous écoute, qui a 20 ans, 21 ans, et qui dit mais le truc c'est qu'on n'est plus en 2017 ou en 2018, ce qui est vrai. Enfin nous en tout cas on fait partie des gens, nous on n'a que la vérité, et dire que c'était pas plus facile avant d'aller lever des fonds, c'est un mensonge. Pour moi, c'est se foutre de la gueule des gens. Voilà. Oui, donc voilà. Donc, et on a vécu, nous, cette grande cavalcade là. Un gamin de 20 ans, là, tout de suite, qui est pas médecin, tu vois, quel tips tu lui donnes pour aller lever des fonds aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est déjà de comprendre comment ça marche. Souvent, les gens, tu vois, vont mettre en comparaison un investissement immobilier avec les marchés financiers, avec des cryptoactifs, tout ça. Et souvent, et moi j'ai eu la discussion avec des gens qui sont très très fortunés, qui connaissent énormément d'investissement, mais qui n'ont pas compris pour moi un truc fondamental, qui est que l'immobilier, en termes de rentabilité, est imbattable. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, admettons qu'on parle à un jeune homme de 20 ans, voilà, qui bosse depuis ses 18 ans parce qu'il n'a pas voulu faire d'études, qui a réussi à mettre un peu de sous de côté, etc. Il a 5 000 euros de côté. Je dis n'importe quoi, hein, je prends l'exemple classique. 5 000 euros de côté, tu les places sur les marchés financiers, tu suis le S&P 500, etc. Allez, tu vas avoir 8-10% dans les meilleures années de rentabilité sur tes 5 000. Donc du coup, tu es un placement à 8% de rentabilité. Et souvent, les gens disent, oui, mais l'immobilier, si on regarde à l'échelle française, c'est aussi du 5, du 6, du 7, du 8%. Oui, mais ça, c'est du 8% de l'actif. Mais par contre, sur le capital investi, c'est pas du tout la même chose. Moi, avec 10 000 euros, aujourd'hui, tu me prêtes 10 000 euros, je peux grosso modo acheter un bien à 100 000 euros. J'arrondis, hein, certaines banques, ce sera un peu moins, d'autres sera un peu plus, mais grosso modo, ça va être ça. Sauf que moi, j'ai un placement, non pas à 10 000 euros placé à 8%, j'ai un placement de 100 000 euros placé à 8%. Donc, ça veut dire que si je calcule le rendement sur le capital investi, bah, je suis à 80% de rentabilité, 100% de rentabilité sur le capital investi. Donc c'est incomparable. En fait, pour moi, il n'y a rien en termes d'investissement qui permet que l'investissement immobilier en France, et je précise bien en France parce qu'on est un des pays les plus facilitants au monde pour l'obtention de crédit, en plus des taux fixes, ce qui est une énorme chance par rapport aux Américains qui ont des taux variables. Donc là, c'est beaucoup plus casse-gueule. Bien sûr. Il n'y a rien pour moi aujourd'hui en termes de revenus passifs, semi-passif peut-être pour un investissement locatif dans certains cas, mais passif quand même, par rapport à un 35 heures par semaine dans une boîte du CAC 40. Il n'y a rien qui est comparable à l'immobilier. Donc c'est déjà de bien comprendre que pour moi, aujourd'hui, si tu veux créer une retraite, une liberté financière, que ce soit à court, moyen ou long terme, tu es obligé de faire de l'immobilier. Tu vas faire des marchés financiers, tu vas diversifier, tu vas acheter des parts de start-up, tout ça, c'est super stylé, c'est à la mode, ça fait entrepreneur 2.0. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais le tronc de base de tous les patrimoines au monde, c'est l'immobilier. Et pour une raison qui est très simple, c'est que le rendement sur le capital investi de ce que tu peux faire en France est incomparable. Il n'y a rien qui te permet de faire autant. Là-dessus, on est absolument d'accord avec toi. Le truc, c'est que la plupart de nos auditeurs le savent. C'est-à-dire que là, ils vont dire « Ok Timothée, merci du rappel, mais moi, j'arrive toujours pas à lever des fonds. »
Et aujourd'hui, c'est ce qu'on prend le plus en question, c'est les gars, comment aujourd'hui on lève des fonds. J'ai pris 3, 4, 5, 8, 10, 11 refus. Est-ce que tu vas faire partie de l'école, et il n'y a aucun jugement, mais est-ce que tu vas faire partie de l'école à dire partez en nom propre, LMNP à Bâle, et puis quand vous passez, enfin ça sera plus simple en nom propre, ou alors est-ce que tu vas faire partie de l'école où tu vas leur dire d'investir tout de suite en société, voire en SCI, donc association, mais s'associer consiste aussi, enfin il y a aussi un risque. Tu vois, qu'est-ce que tu... Ou pas. Tu Ou peux pas. faire une SCI, 99% des parts pour toi, 1% pour ta mère. Est-ce que tu as vraiment un associé? Non. Ouais, t'as mais quand alors même tu vois, par exemple, enfin, on n'en parlera peut-être pas trop sur le public, mais tu vois, même là, moi je peux te dire que tu peux te faire enculer et fort. Parce que moi, Ouais. là, je suis en train de partir en procès avec ma mère, et je peux t'assurer que même en famille, Il peut y avoir des histoires. ça fait très très mal, tu vois. Donc, en fait, je m'aperçois qu'en association, t'es jamais, jamais, jamais à l'abri. Mais vraiment, jamais. C'est Euh, un et, et, mariage. c'est- et je crois que, du coup, ça rend d'autant plus jolie ton histoire. C'est-à-dire que moi, je serais ravi, tu vois, d'avoir des parents assez civilisés et intelligents pour dire, putain, mais en fait, ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et donc, bah, on va le faire On va tous lui en demander famille. s'il veut bien le faire avec nous. Mais ouais, mais non. Donc voilà, un jeune, tu lui dis quoi? Partir en nom propre, acheter une ERP, pas acheter de ERP, lever des fonds, comment? Enfin voilà. Moi, j'aurais tendance à dire déjà qu'il faut faire des deals. euh, mais que pour le premier, pour moi, c'est important qu'il soit à minima à l'autofinancement. Ah oui, C'est ah bah oui, oui, le, oui. Ah oui, pour non, moi, mais c'est alors nous, le on est... minimum du minimum. Alors, aller Ouais. chercher des gros cash flows aujourd'hui, c'est compliqué. C'est plus Mhm. compliqué qu'en 2017. On va On Bien est pas, sûr. d'accord. on va pas se mentir. Aujourd'hui, tu vas à la Société Générale, à la Banque Populaire, chez BNP Paribas, chez HSBC pour une SCI, c'est sur 15 ans. Ce sera ni sur 20 ni sur Yes. 25. Et c'est une politique interne des banques. Tu peux pas y déroger. Donc, un prêt immobilier à 4% de taux d'intérêt sur 15 ans, même si tu investis dans des villes qui sont très très rentables, ça va quand même être dur d'aller chercher du Bien cash flow. sûr. Sauf Alors, en ça balançant de va l'apport, un mais petit oui. peu, mais d'aller chercher un cash flow confortable, je veux dire. Par contre, il faut bien penser aussi que ce qui va compter, c'est pas seulement le cash flow, c'est aussi le capital que tu vas amortir tous les mois. Oui. Et même si ça te demande un effort d'épargne de 50 euros par mois, si derrière ça te rapporte 500 euros par mois de remboursement de capital, bah au final, ça te rapporte 450. Bien sûr. Ouais. Certes, ça te les rapporte pas tout de suite, mais ça te les rapporte quand même. Et dans tous les cas, la situation actuelle, on peut malheureusement pas la changer, on est obligé de faire avec. Et pour améliorer son scoring bancaire, c'est soit je travaille plus et j'ai plus de revenus, Soit je dépense moins. soit je demande de l'argent à quelqu'un. Si j'ai une personne que je connais dans mon entourage qui connaît rien en immobilier, mais qui a 50 000 euros sur une assurance vie placée à 2%, et que je le convainc que l'assurance vie à 2%, c'est de la merde et qu'il vaut mieux qu'il me les donne pour qu'on les investisse dans l'immobilier ensemble, c'est la deuxième solution. Troisième solution, c'est l'association. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je Ouais, vois ou pas d'autres dépenser moins aussi, hein. solutions. Il y a Voilà, aussi dépenser augmenter moins. son taux d'endettement, dépenser moins ou gagner C'est plus. ça, c'est ça. Alors, après, je laisse parler Tony. L'association, je suis plutôt pour, mais tu as toujours le risque de L'aléa, connaître ton associé au moment où, en fait, il est en train de te baiser. tout à fait. Voilà. Enfin, ouais, et que ça soit en famille, pas en famille. Peu importe. Par contre, faire partir un jeune, alors tu me diras, ouais, il a une échelle de vie qui lui permet, à la limite, s'il a 20 ans, être à l'équilibre pile ou un effort d'épargne de 50 euros. Moi, perso, je suis complètement contre. Et je ne veux surtout pas. En fait, on serait en off là, je dirais oui, pourquoi pas et tout. Là, en fait, je sais qu'on est écouté par pratiquement 20 000 personnes. Dans les 20 000 personnes, tu as des jeunes, tu sais, fougueux, Qui les pas jeunes recul. petits chiens, tu vois, les petits loups. Et en fait, j'ai pas envie de leur faire ça parce que un effort d'épargne de 50 euros, nous, ça nous paraît insignifiant et t'en as en fait où aujourd'hui c'est dur. Donc, je veux surtout pas qu'on puisse un jour me mettre dans la tête ou dans la rue, je vous ai écouté, en fait j'ai fait un effort d'épargne et en fait je m'en sors pas, etc., etc. Donc nous, Alors, on aura tendance à dire c'est 9%, allez 8,5 brut aujourd'hui mini, et il faut au minimum qu'il y ait un cash flow, on va dire de 100 balles, tu vois. Alors, pour moi, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Si aujourd'hui, un effort d'épargne de 50 euros, c'est un problème pour la personne qui nous écoute, son vrai problème, c'est qu'il faut qu'elle trouve une solution pour gagner plus d'argent. On est complètement d'accord. Alors, oui, il Mais faudra bosser le samedi. Oui, il faudra bosser le dimanche. Oui, il faudra peut-être prendre un job de nuit. Moi, je l'ai fait. Des milliers de personnes l'ont fait en France. Des centaines de milliers le font aux États-Unis jusqu'à la fin de leur vie.
Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas 36 000 autres solutions dans la période actuelle, si ce n'est de s'orienter vers d'autres business. C'est peut-être une période qui est plus propice pour le business en ligne en ce moment, parce qu'elle demande un fonds de roulement de départ qui est plus faible, on n'a pas de besoin de locaux, etc. etc. Après, tu as le levier d'exploitation sur lequel tu peux jouer, qui est surtout intéressant. D'aller chercher de la renta ou avec une partie d'achat-revente, par exemple, tu vois, tu peux délester des lots les moins rentables, c'est de cibler un lot plus intéressant. Si tu as déjà acheté. Voilà, tu fais... Ouais, si tu as déjà acheté. Essaie de faire du levier. Par contre, après, effectivement, oui, si ta situation, elle te permet même pas d'acheter, ton vrai problème, c'est de prendre un taf pour gagner plus, créer un apport ou un pour deuxième pouvoir taf. Démarrer, exactement. Ouais. Voire un troisième. C'est pas ce qui est très populaire sur YouTube. Ah non, mais alors nous, on est tous sauf bankable. On est tous sauf bankable. Donc, j'ai vraiment aucun problème avec ce que tu dis, bien au contraire. Et je suis très content que tu le dises, toi, avec un regard de jeune. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais eux, c'est des yeux, tu vois. C'est toujours notre discours quand les gens nous disaient, j'ai 1 500 €, je fais comment pour investir dans l'immobilier? Va chercher un job où tu gagnes 3 000. Voilà, ça sera plus simple. Mais par contre, c'est vrai que sur les podcasts publics, jamais je véhiculerai, mettez-vous à l'équilibre et tout. Parce qu'en fait, en disant ça, si tu veux, on prend trop de risques. Enfin, c'est petite bite, mais on fait prendre trop de risques, tu vois. Bon, bref, voilà. T'as compris un peu l'idée. Tony, ta vision du truc? Non, en vrai, c'est brillant. Et puis, t'as su, moi, ce que je veux souligner, c'est que t'es arrivé à une période où, on va dire, les planètes s'étaient alignées, tu vois, au niveau des taux d'emprunt, au niveau de la fenêtre pour les banques, au niveau aussi on parle énormément d'investissement sur les réseaux, alors on a un biais avec les algorithmes et tout, et tu t'es pas posé 36 000 questions, quoi. T'as vu, la lumière était ouverte, t'es entré, et puis t'as fait ton braquage, et je trouve que c'est vraiment super bien, parce que dans le même temps, nous, on investit, alors moi, depuis 2008, mais quand on s'est mis sur Internet, nous, c'était en 2019, et on avait déjà des gens qui nous disaient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'y vais pas? Et j'en ai encore recroisé, j'étais en séminaire ce week-end, des gens qui m'ont dit, ah putain, Tony, on aurait dû et tout. Mais si tu veux, toi, t'as fait 2 fois le tour de la Terre pendant qu'ils n'ont pas fait 1 fois le tour d'eux-mêmes. Et donc, ce que j'allais dire, c'est, vous posez pas trop de questions, quoi. Il y a un moment, faut taper dedans. Et comme le disait Timothée, je veux juste rebondir sur ce qu'il a dit, parce que le souligner, mais même si c'est à l'équilibre, tu rembourses du capital déjà. Donc, pendant que tu dors, il y a déjà 500 balles qui se créent tous les mois. T'as fait la première étape. Et quoi qu'il arrive, dans 15 ans, tu seras 500 € plus riche tous les mois, même si t'as pas 89 000 € de loyer comme Timothée. 500 balles de plus à la retraite, tu peux emmener tes petits-enfants au ciné. Ça change une vie, tu peux leur payer un resto. Et c'est une seule action. Alors, si t'en achètes 15 ou 20 des appartes, ça change la vie. On n'attendait pas, les mecs. Moi, je vais vous dire, en toute franchise, moi, quand je suis en stage en libéral, je vois entre 30 et 40 personnes par jour. Le problème des gens qui viennent me voir en consultation, 1 sur 2, c'est pas un souci de santé. C'est un souci d'argent. C'est un souci de l'oseille, mais bien sûr. Mais tu sais que ça, on l'a toujours dit. L'argent fait pas le bonheur, bon, ok. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que la santé, tu l'achètes. Tu vois, on te dit toujours, tant qu'il y a la santé. Non, mais la santé, et la pauvreté, ça fait le malheur. Bien sûr. C'est bullshit. Quand tu vois qu'aujourd'hui, acheter des légumes, des légumes et des fruits, c'est plus rush que d'acheter, je sais pas quoi, en fait, une pizza congelée. Tu te dis, bien sûr que si, t'achètes ta santé au final. Donc on est complètement raccord là-dessus. Les gars, on arrive au bout de ce podcast. Tony, est-ce que tu as une dernière question à poser à notre ami Timothée, qui est un génie, quoi. Franchement, je suis trop content. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Tu vois, je te connaissais pas. Et bravo à toi. Franchement, c'est brillant. Je trouve que c'est très intéressant. Ça inspirant de fou. Ouais, c'est hyper inspirant. Ça bougera les miches de tout le monde. C'est super bien. Et voilà, encore une fois, tu vois, on peut dire, il avait des parents médecins, ça, tu t'es bougé le cul. Alors moi, j'ai pas fait médecine, tu vois, je suis parti en école d'ingénieur, mais j'ai des potes qui faisaient médecine. Moi, tu vois, à la fin de la semaine, j'étais gris, eux, ils étaient verts, tu vois. Et je voyais qu'il y avait encore un step au-dessus, tu vois, de ce que je faisais moi. Et moi, c'était déjà du viol. Donc, aller encore par-dessus, créer le micro, se former en plus, recevoir des gens, écouter d'une certaine façon leurs problèmes. Parce que, je veux dire, tu faisais pas un business en ligne. T'écoutais les doléances des gens pour les aider. Bien sûr. Donc, je sais pas, j'ai pas de médaille là, tu vois, et j'ai gagné une coupe aux cartes la semaine dernière, je te l'aurais bien remise, mais non, bravo, franchement, blague à part,
Bravo. Ouais, non, Ouais, killer. c'est top. Vraiment très content du coup d'avoir eu l'honneur de passer cette heure avec toi parce que franchement c'est méga inspirant quoi. Franchement Merci beaucoup. bravo pour ce parcours. On n'est pas très loin donc why not tu vois sur un event ou peut-être qu'on Carrément, je sais pas peut-être qu'on Ouais, on si fera un monter jour. sur un event ou je sais pas. carrément. Il Mais y a c'est toujours une bouteille de champagne au frais chez moi, hein. Bon, ok trop bien. on va Eh s'entendre. ben, écoute, on arrive là. On a 2 heures. Non, mais vraiment trop cool. Merci beaucoup pour ça. Merci pour la motivation de nos auditeurs. On peut te retrouver sur Insta et sur YouTube, tout simplement à Timothée Moirou, c'est ça, hein C'est voilà. ça. Allez-y, allez bouffer de la dynamite d'un jeune de 25 ans, médecin, mannequin, hip-hop, breakdancer, voilà. Pas tout en même temps, mais On a un petit gimmick nous de fin sur ce podcast. Tony, rien à rajouter. Non, moi, non. Timothée, J'ai on te kiffé. laisse le mot de la fin. Merci, Est-ce que tu as Timothée, quelque chose encore. la moralité de l'histoire, Vas-y. j'aurais 2 moralités de l'histoire. La première, c'est pour les personnes qui nous écoutent, ne faites pas l'erreur de croire que je suis plus intelligent que vous. Il n'en est rien. Je suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. La seule chose, c'est que j'ai compris qu'en apprenant et en travaillant plus dur que les autres, j'aurais des résultats différents des autres. Mais j'étais pas le premier à l'école, je suis pas le premier en médecine, je suis pas le meilleur médecin du monde et je pense pas être le meilleur investisseur sur tous les deals que j'ai faits. Donc j'espère que vous pourrez faire beaucoup mieux que moi. Et deuxième moralité de l'histoire, s'il y a un truc à retenir, c'est que la différence qui fera dans tout ce que vous ferez dans votre vie, c'est pas d'appliquer bêtement ce qu'on vous a appris, mais c'est de comprendre comment ça marche avant de l'appliquer. Ne recopiez pas une recette de cuisine, apprenez à faire de la cuisine. Ok. Il vient de me fracasser toute la team Starter Cash à qui je dis surtout arrêtez de réfléchir et suivez ce que je vous dis. Mais non, mais t'as complètement raison. Amen. Bravo à. Parfait. Tu parles comme un livre, c'est exceptionnel. Franchement, ça a vraiment On été était un plaisir. enchantés, ouais. Top. Nous, on vous dit la même chose qu'absolument Carrément. tout le monde, à la semaine prochaine, bien évidemment, mais on vous dit qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut!